Bonsoir ou bonjour, ça dépend à quel moment vous regardez cet entretien de 6 TV sur la panafricaine du sport et de la culture. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, recevons un invité prestigieux. Il est ancien vice-président du comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football, actuellement dirigeant de club, mais aussi expert en marketing sportif. Sega Diallo, journaliste aussi, plusieurs casquettes, on va dire, pour notre invité du jour, qui reviendra sur beaucoup d'actualités, notamment sa reconversion. On parlera également de l'écosystème du sponsoring et du marketing. Mais évidemment, comment recevoir quelqu'un qui a participé activement à la gestion du football guinéen pendant un peu plus de 2 ans sans évoquer le Conor. Il est avec nous sur ce plateau et nous lui disons merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Sega. Bonjour Alpha Madi et merci de m'avoir invité pour échanger. Toujours un plaisir de parler football. De parler football, mais parler développement et accompagnement de la jeunesse parce qu'il est important que l'on s'implique un peu plus pour que voilà, les jeunes sachent que derrière, il y a des gens qui essaient de construire des projets. D'accord. Tout à l'heure, on parlera du club que vous dirigez en ce moment. C'est le club féminin de l'AS Bolanta qui de peu a failli se qualifier pour les compétitions interclubs de la CAF, les éliminatoires, même si on connaît la suite pour le champion. Et de l'Olympique de Simbaya, qui est une académie également que vous avez mis en place, une académie avec de jeunes garçons. Vous nous en parlerez largement tout à l'heure. On va démarrer par un passé qui vous suit quand même. Pour certains en bien, pour d'autres en mal. Nous voulons avoir votre avis et vos expertises, des informations sur ce qui a dû se passer. Parlons du Conor. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait de la gestion du comité de normalisation sous la houlette de Madame Si? Merci Alpha Madi. Je pense qu'il est important aujourd'hui de faire un petit bref passage sur cette expérience tellement enrichissante aux côtés de Madame Si et de mes 2 autres collègues, Mohamed Sidiki Silla, avocat au barreau de Conakry et de New York, et Ousmane Diawara, qui est un expert confirmé en matière de gestion des financiers. Je pense que c'est une expérience enrichissante parce que j'étais dans le football, j'étais encore journaliste et j'avais un certain nombre de connaissances du fonctionnement de notre football. Mais être au cœur de l'appareil vous donne une dimension beaucoup plus rapprochée des réalités et des défis. Et donc pendant ces 2 années, un peu moins de 2 ans, mais voilà, qui ont semblé être une éternité pour certains, on s'est attelé à redonner un peu d'allure au fonctionnement du football. Évidemment, notre mission principale était d'organiser le retour dans un cadre normal du football, ce qu'on a réussi tant bien que mal à faire, même si nous sommes partis avant les élections. Mais l'essentiel, c'est que nous avons réussi à fournir des textes législatifs de qualité, puisque ces textes vont gouverner et ont été adoptés in fine par 65 membres sur 65. Donc ça, c'est déjà le premier exploit qu'on a réussi. Ensuite, on a essayé de mettre en place un mécanisme de gestion des sélections qui changeait de ce qui se passait autrefois. Et donc, on a mis plus de rigueur, on a décidé de confier l'organe technique au sélectionneur pour qu'il puisse dérouler son programme. Et on l'a accompagné du mieux qu'on a pu avec l'aide de l'État et des instances qui étaient autour de nous. Troisième chose, c'est les organes ou les démembrements. La LGFP, la Ligue féminine, la Ligue amateur. On a essayé de les outiller et de les accompagner du mieux qu'on a pu. Pendant ces 2 années, il y a eu le championnat, il s'est joué régulièrement, même si à notre arrivée, il y avait des difficultés financières, mais on s'est quand même battu pour que le ballon continue à rouler, et ça, c'est à notre actif. L'autre chose, c'est de revenir sur ce qui fait un peu l'actualité, c'est le sponsoring. C'est un élément assez important pour nous, parce que certains ont estimé qu'il n'était pas de notre ressort de chercher des ressources pour le football. Quand tu arrives dans un secteur et que tu vois qu'il y a un déficit de moyens financiers pour vous permettre de faire ne serait-ce que le minimum, pour vous dire un exemple, pour faire une série de formations dans toutes les ligues régionales, il faut compter 2 milliards de francs guinéens. Si vous n'avez pas de ressources, donc il n'y aura pas de formation.
Et ça impacte la qualité de la formation, ça impacte la qualité du développement du football. Donc cet ensemble de choses ont permis qu'on fasse le point et qu'on mette les moyens. C'est-à-dire qu'on a recruté du personnel, des gens qui ont une expertise avérée là-dedans. C'est vrai qu'on peut dire que je me connais un peu en sponsoring, mais j'avais besoin d'une équipe pour travailler, monter les dossiers, faire les discussions. Quand on quittait, on a laissé une ardoise d'à peu près 13 milliards de francs guinéens chaque année qui aurait pu permettre au football guinéen de fonctionner. C'est bien, mais vous étiez un organe transitoire et la transition, entre guillemets, a pris du temps et a été minée par assez de crises entre vous et les membres statutaires, etc. Ça a pris du temps. Pour vous, pourquoi ça a pris du temps? Alpha m'a dit, il ne faut pas se voiler la face. Les mêmes statutaires, chacun avait son agenda. Il y en a qui voulaient mettre leur candidat à notre place. Voilà, c'est du haut de toi de là, je m'y mets. C'est évident. Et quand tu gères une transition, la chose la plus difficile, c'est de faire comprendre aux acteurs que ce que vous faites va dans leur intérêt. Parce que leur intérêt immédiat, elle est stratégique. C'est comment arriver à la gestion. Que tu laisses 20 milliards, 50 milliards à quelqu'un et que ce n'est pas lui qui arrive aux affaires, ça ne l'arrange pas. C'est-à-dire que ce n'est pas l'institution qu'on regarde, ce qu'on regarde, c'est qui vient. Et dans une transition, vous n'avez pas vocation à choisir celui qui vient à votre place parce que vous n'êtes pas électeur, vous n'êtes pas éligible. Ça, c'est une première question. La deuxième chose, c'est que les membres statutaires ont semblé mettre la charrue avant les bœufs. Puisque, simplement, à un moment, quand on a proposé les textes, les textes ont été systématiquement rejetés avant même de les étudier. On avait fait une émission ensemble là-dessus, où je t'expliquais que ce n'est pas les textes qui posent problème. C'est le management qui pose problème. C'est-à-dire que c'est le fait que c'est Alpha Madi qui, moi, m'invite et qui me pose des questions, donc ça me dérange. Voilà. Alors que ce n'est pas l'institution en face. C'est la FIFA qui dirigeait le football guinéen. Nous, on était des employés de la FIFA. On avait un agenda, on avait un programme, et c'est celui-là qu'on a déroulé. La preuve, quand les textes ont été soumis une deuxième fois, quand les membres statutaires se sont entendus, ils l'ont adopté. 65 membres sur 65 l'ont voté. Donc, principalement, ce n'était pas les textes le problème. On passe à ça. Oui, il y a eu, juste pour ceux qui nous regardent, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont déroulés entre-temps, des pressions politiques, entre autres. Il y a eu des réunions avec le Premier ministre à l'époque, je me rappelle, Bernard Goumou, où on a demandé à certains d'accepter, etc., que les textes passent. Cela étant fait, deuxièmement, sur la suite, parce que vous dites que les textes n'étaient pas le problème, et après l'adoption de ces textes, on voit que la crise se poursuit au sein du football guinéen. Parce que je pense que dans une association, il faut comprendre pourquoi on est dans l'association. Le football, c'est vrai que ça génère beaucoup de pouvoir, beaucoup d'influence. Mais une association sportive, ce n'est pas une entreprise. Ce n'est pas là où on fait de l'argent. C'est là où on gagne en image, là où on gagne en crédibilité. Et une association, pour qu'elle puisse attirer de l'argent, il faut qu'elle ait un management infaillible. C'est-à-dire que quand tu te présentes et que tu dis voilà mon passé, voilà ce que je fais, voilà ce que je veux faire, que la personne en face de toi se dise oui, si je mets mes moyens à la disposition de ce monsieur-là, il va les utiliser à bon escient. Un sponsor, ce n'est pas forcément de la visibilité qu'il cherche, c'est de l'accompagnement. Parce qu'on construit un projet ensemble avec le sponsor et au finish, on ressort avec quelque chose qu'on va présenter demain pour dire voilà, notre fierté, c'est d'avoir accompagné ce projet-là. Aujourd'hui, il est à ce niveau-là. Donc, tant qu'on n'a pas compris ça dans la conception des stratégies au niveau du sport, on ne s'en sortira pas. Le fait qu'on gagne ou qu'on perde la présidence de la fédération n'est pas une fin en soi. Il y a beaucoup de dirigeants sportifs en Afrique qui ne sont pas présidents de fédération et qui déroulent des projets ambitieux. On prend l'exemple sur la Tanzanie. Le président d'Azam, la présidente d'Azam ou le président de Simba, la présidente de Simba ou de Young African, personne ne les connaît. Mais c'est des clubs qui brassent 2-3 millions de dollars chaque année et qui ont des sponsors qui aujourd'hui constituent des mastodontes et qui fonctionnent comme ils veulent. Aujourd'hui, comment vous expliquez que des joueurs quittent notre championnat pour aller en Tanzanie, un pays qui n'était pas connu il y a 5 ans? C'est parce que les gens, ils ont compris comment ça fonctionne sérieusement.
Et c'est ça qu'on doit se poser comme question. Parce que vous regrettez un peu, parce que bon, on a eu l'impression que vous étiez là pour un peu conduire à ça. Et si la transition se termine et qu'on n'est pas à ça, vous accusez le management, le management actuel? Non. Ok. Évidemment, la fédération, il y a le management, mais il y a les textes. Le plus compliqué dans une fédération, c'est les textes. Quand vous avez mis en place des textes, ils régulent le fonctionnement du football. Que tu le veuilles ou pas, Alpha Madi, tu peux jouer 2 jours, 3 jours avec les textes, mais au finish, tu te retrouveras devant la réalité. Il y a certains ici qui avaient la force, qui avaient le pouvoir et qui ont pensé qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Au finish, on se retrouve toujours. C'est juridique. Quand c'est noir, c'est noir. On ne peut pas dire que c'est blanc. Donc, dans ce cas précis, on parle les textes sont ce qu'ils sont, mais on parle d'un championnat qui ne se joue pas régulièrement. Vous parliez tout à l'heure des techniques de levée de fonds, etc. On n'est pas dans les textes, on est vraiment dans un système de management qui ne fonctionne pas normalement. Les acteurs du football guinéen ont décidé que cette équipe-là, de 13 personnes, sont les mieux outillées pour diriger leur football. Vous n'avez pas eu de rôle à jouer dans leur choix? Écoutez, quand les organes Parce que vous avez, pour être clair avec vous, vous avez été... Quand je dis vous, le CONOR a été accusé d'avoir joué un rôle important dans le choix final de la liste. Je finis, parce qu'on a suivi le processus électoral là, et ce qui s'est passé dans différentes zones, différentes circonscriptions électorales. Est-ce que vous dites aujourd'hui que le CONOR n'a eu aucun rôle à jouer dans le processus? Maintenant, je vous donne une information. La FIFA, la CAF et le ministère des Sports, à la sortie de l'élection des organes législatifs, 2-3 jours après, on a organisé une réunion Zoom où officiellement, on nous a demandé, en tant que membre du CONOR, de ne pas intervenir dans le processus électoral. Je suis formel là-dessus. Vous pouvez poser la question à M. Gelson Fernandez, comme à M. Lansana Bea Diallo. Il est ministre des Sports, il avait un représentant dans cette réunion. Moi, à partir de là, je n'avais aucun rôle à jouer. La preuve, moi, j'étais aux États-Unis tout au long du processus électoral. Deuxième chose, un membre du CONOR n'a pas une voix électorale, ne participe pas au processus. Mais par quelle magie, 3 mois après notre départ, on va nous accuser d'avoir facilité pour une liste ou pour une autre. Ce n'est pas possible. C'est les textes, les organes qui ont géré le processus. Nous, ces organes-là, on les a laissés en place et aujourd'hui, on n'est pas là-bas. Le même débat va se poser encore dans les prochaines élections. Parce que, encore une fois, c'est le principe global de se dire, OK, j'arrive aux affaires, ceux qui me soutiennent, je les mets à des postes. Non, ce n'est pas ça qui compte. C'est-à-dire que si on dit on va se partager le gâteau entre clubs qui ont soutenu ou pas, comment parlez-vous de compétences? Pourquoi on n'arrive pas à lever des fonds? Pourquoi on n'arrive pas à avoir des résultats? C'est la question fondamentale. Et que ça ne soit pas seulement dans le football, c'est dans l'ensemble des secteurs qu'on développe. Quand tu arrives et que tu fais le diagnostic, OK, une équipe est là, elle peut avoir des lacunes. C'est des défis que tu as, toi, nouveau dirigeant. Tu dis, OK, là, on était bien, là, on est moins bien, là, on est nul. Qu'est-ce qu'on fait? On règle les deux où on a des problèmes pour avancer. Mais si tu rebâtis à chaque fois, chaque 2 ans, chaque 3 ans, c'est compliqué de voir la progression que tu as. Et donc, pour ne pas s'étendre là-dessus, le management, c'est un choix personnel. Mais le choix principal, il a été fait par les membres statutaires. Donc, c'est à eux de décider pour la suite. Et ils le feront en connaissance et en s'appuyant sur les textes qu'ils ont. On va terminer là-dessus en évoquant 2-3 sujets, 2-3 points rapidement concernant la gestion du CONOR. D'abord, il y a les points positifs, parce que il y a beaucoup de choses. Moi, je reconnais par exemple que la gestion, il y avait une certaine sérénité, bien que je n'étais pas personnellement d'accord avec les choix de staff, mais bon, ça reste des choix. Donc, chacun a son jugement, mais sur la gestion, on peut reconnaître qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, également la qualification du Sili U23, il y a de petits problèmes qu'on ne voyait pas au sein du Sili national pendant la gestion du CONOR, il faut le reconnaître, il faut être clair là-dessus, et il y a d'autres points qu'on va rapidement, comme je disais, évoquer. Est-ce que vous pensez que c'était la bonne décision, on parle de texte, de rendre
la Ligue guinéenne de football professionnel qui avait pris entre guillemets son indépendance, de la ramener sous la coupe de la Fédération guinéenne de football. Est-ce que vous pensez que c'était la bonne idée? Est-ce que vous pensez que ce n'est pas ce qui explique aujourd'hui les problèmes auxquels nous sommes confrontés par rapport au championnat? Non, la Ligue est un organe délégataire qui a une délégation de pouvoir de la fédération. Bien sûr, mais elle avait à un moment la possibilité d'aller chercher par elle-même des sponsors, etc. Mais ça n'a jamais été interdit. Je vous le dis, la Ligue a cherché un sponsor pour la Coupe de la Ligue. Vous êtes là, ça c'est un fait. On ne dit pas qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose. Je vous explique brièvement la crise au niveau de la Ligue. La crise, elle naît du fait qu'il y a des personnes au sein de ces institutions qui n'ont pas voulu collaborer avec l'instance dirigeante qui était là. Donc c'était une sanction? Non, mais Alpha Madi, aujourd'hui vous dirigez un média, quand vous convoquez une réunion de rédaction, un journaliste il ne vient pas 4-5 fois, vous lui posez la question pourquoi il ne vient pas. Et s'il n'y a pas de possibilité de dialogue, vous prenez une mesure. Et c'est ce qui a été fait. Donc ce n'est pas une question de personne, c'est une question que quand tu diriges le football et que tu es obligé de financer dans tes ressources une activité, tu as besoin de savoir ce qui s'y passe. C'est aussi simple que ça. On pouvait alors permettre l'organisation d'une élection qui permettrait de mettre un autre management à la tête. Maintenant, les textes ne le permettent pas. Qu'est-ce que tu veux? Oui, mais les textes, c'est vous qui les avez proposés. Le CONOR, quand il est arrivé, avait la possibilité de dissoudre toutes les structures qui existaient. C'était un mandat qu'on avait. On a préféré ne pas le faire. La démarche qui a été la première, c'était de discuter et d'avancer avec les équipes qui étaient en place. On a progressivement révisé les instances qui étaient en place. Et ça, partout dans une transition, ça se passe de la même manière. Aujourd'hui, c'est les mêmes acteurs. La Ligue appartient à la Fédé, mais elle est mise en place pour les clubs professionnels. In fine, c'est eux qui animent, c'est eux qui ont des représentants dedans, et c'est eux qui en bénéficient. Les clubs ne l'ont jamais dit, mais pendant le CONOR, il n'a jamais été question de problème de subvention. Il n'a jamais été problème d'organisation du championnat. Pourtant, le CONOR ne recevait pas toutes les subventions. C'est une question de priorité. La priorité pour nous, c'était deux choses. Comment avancer sur le processus électoral, comment faire les textes et comment permettre au ballon de continuer à rouler. Toutes les instances, toutes les sous-représentations de la fédération ont compétit. Ligue amateur, ligue féminine et ligue professionnelle. Donc il était important, malgré la crise apparente qui existait, parce que la présence du CONOR est une anomalie, mais après... Mais comment vous avez réussi à continuer à faire rouler le football, alors que là, maintenant, avec toutes les subventions, avec un ticket de qualification en quart de finale à la CAN, avec l'apport de tout ce qu'on connaît, hein, les sponsoring, etc. Comment vous faisiez à l'époque? Je sais que vous ne voulez pas apporter un jugement à la gestion actuelle, mais à l'époque, comment vous faisiez pour que le football, le ballon continue à rouler? On est 4 personnes dans le CONOR. Madame la Présidente a reparti les tâches. Moi, j'étais en charge du football. Metsila, tout ce qui est juridique et analyse, même si moi, quand j'ai des propositions des instances, la Ligue travaillait avec moi, la Ligue féminine, la Ligue amateur, je venais en réunion du CONOR. Déjà, je transmettais au secrétaire général pour les réunions hebdomadaires des structures administratives, parce que nous, on était en haut, on est 4, mais il y avait une administration qui fonctionnait. Chaque lundi, il y avait une réunion et c'est les employés qui proposaient. Donc, quand je reçois les propositions, je vais au CONOR. Monsieur Diawara étudie la possibilité financière par rapport à ce qu'on a dans les caisses. On priorisait quoi? Le salaire des employés. Tout le reste, on mettait la priorité sur les compétitions. Ensuite, sur le fonctionnement de l'académie. Quand l'académie a été fermée parce que le projet était arrivé à échéance, il y avait beaucoup plus de ressources. On a renouvelé, on a poussé pour terminer la pelouse et rénover le centre technique. Ouais, ça fait donc, c'est des priorités qu'on a mis en avant. Et on peut refaire l'histoire, mais à un moment donné... Justement, là, on parvient à rien faire. C'est ça le problème. On va en profiter en parlant de la Ligue, de continuer sur le dossier du sponsoring. D'ailleurs, actuellement, on ne parvient à rien faire. Bon, là, à la dernière minute, on a trouvé une solution, etc. Alors que le même sponsor était là. Je parle du groupe Guico Press. Déjà, première précision, est-ce que le contrat a été signé avec Guico Press ou avec la fondation KPC?
Non, c'est le groupe Guicopress qui est sponsor du football guinéen. D'accord. C'est la première fois qu'une société en Guinée met autant de ressources à la disposition du football. Il faut être formel là-dessus. Ce monsieur, je l'ai eu au téléphone pendant des semaines, on a discuté, je lui ai expliqué les enjeux. Puisque j'étais à la tête de l'équipe qui était chargée de discuter, Madame Sy l'a eu beaucoup de fois au téléphone. Mais après les discussions et l'accord formel, il a fallu des mois et des mois de travail de nos techniciens, de nos juristes, de part et d'autre, de leurs avocats. On a mis des choses dans ces contrats-là parce que, attendez, 7 milliards 500 en cash et 7 milliards 500 en infrastructure, c'est une première. Guicopress, en 2 ans, donne 30 milliards au football guinéen. Vous avez reçu 30 milliards? Non. Ce que je veux vous expliquer, c'est le montant global. Sur les 4 ans, c'est 60 milliards. En 2 ans, c'est 30 milliards. Depuis le début du contrat de sponsoring d'Orange, post-Conor, on était autour de 25 milliards. Ça fait une quinzaine d'années qu'on est avec eux. D'accord. C'est pour vous dire l'ampleur de cet investissement-là. Et Orange, quand ils sont venus, on les a challengés par rapport à ça. On a dit, il y a une entreprise guinéenne qui paye 7 milliards 500. Il faut montrer que vous voulez être nos partenaires historiques et que vous êtes prêts à nous accompagner. Vous avez dit qu'il y avait des erreurs d'interprétation de la part des journalistes, notamment de 6, sur le contrat. Expliquez-nous tout. Par rapport à Guicopress, expliquez. On commence par Guicopress, après on part à Orange. Donc Guicopress, c'est 15 milliards par an. C'est ça? 7 milliards 500 pour les infrastructures. Et 7 milliards 500 pour les infrastructures. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'interprétation possible là-dedans. Mais quand on parle vous avez reçu chaque année les 7 milliards par an? Par exemple, je prends un exemple simple. Quand tu es sponsorisé sur 7 milliards 500, il y a des périodes de paiement bien établies dans le contrat. C'est-à-dire que tu envoies une première facture, on la règle, tu envoies une deuxième, on la règle. Mais dans le partenariat, tu peux même solliciter le sponsor en dehors de ces périodes-là parce que tu es en difficulté. Et ça arrive. Parce que c'est une société qui est là pour t'accompagner. Il y a 4 périodes de paiement au niveau d'Orange, 3 ou 4 périodes de paiement au niveau de Guico. On est allé encore plus loin. En cas de manquement, il y a des procédures. Il y avait un employé dédié qui s'occupait du sponsoring, du suivi point par point de tout ce qui est engagement de la fédération. Quand on n'est pas, on ne respecte pas nos engagements, c'est nous-mêmes qui informons le sponsor. Voilà pourquoi on n'a pas pu respecter les engagements sur ce niveau, sur cette hôte-là. Donc, il y avait cette transparence-là et ce professionnalisme qu'on avait mis en place. Aujourd'hui, ces employés ne sont plus à la fédération parce qu'ils sont partis sur d'autres challenges. Diala qui est aux Nations Unies et Suleiman qui est reparti à l'étranger. Mais franchement, Alpha Madi, l'argent n'est pas tout. Donner de l'argent, ce n'est pas le plus important. Tu diriges encore une fois un média. Tu sais que l'argent, c'est ce que tu prends à la fin. Mais il y a un processus, il y a une relation de confiance qu'il faut installer. Et ça déteint. Tes résultats, ce que tu fais, c'est un ensemble. Et donc, à partir de là, tout va aller. Il faut simplement remettre le curseur sur le bon endroit et les choses vont se remettre en place. Je rappelle aux téléspectateurs que je suis en interview avec un journaliste, donc c'est très compliqué. Est-ce que Guicopress a payé de l'argent et à quelle hauteur par an vous avez reçu pendant que le Conor était là? Je ne peux pas vous donner les chiffres que nous avons reçus, mais Guicopress s'acquittait régulièrement de ses obligations. Ce qui a fait qu'il n'y a pas eu de problème sous le Conor a financé le championnat. Oui. Sur l'année où ils sont venus sur le championnat, on l'a financé. Vous pouvez vérifier, on a travaillé dans les conditions les plus sereines. Ce qui était le cas de Orange aussi. Orange est venu sur notre départ. On l'a signé quelques jours avant de partir. Donc oui, mais Orange a payé contractuellement. D'accord, bien. En tout cas, comme on dit, donc voilà, vous, avec peu de ressources, vous avez réussi à organiser tout cela, mais il n'y a pas eu de suite derrière, de continuité, on va dire, pour la gouvernance actuelle. Vous avez fait des résultats aussi sur le plan des infrastructures. Vous avez construit il y a une deuxième pelouse qui a été installée au centre technique de Nongo, en plus d'une rénovation de l'enceinte. Félicitations au passage, mais il y a eu un gros souci autour du stade Général Lansana Kanté. Je vous explique rapidement. Oui, rapidement. Premièrement, ce n'est pas nous qui avons fait le stade, la seconde pelouse. C'est un projet qui est financé depuis une dizaine d'années. Donc nous,
on a mis un mécanisme en place pour que accélérer, l'exécution se fasse et qu'on accélère. C'est sous votre mandat que ça a été fait. Deuxième chose, le stade GLC n'est pas de notre ressort. C'est un stade qui appartient à l'État. Vous l'avez récusé une fois ou pas? En saison des pluies, le GLC n'est pas praticable. Tu le sais, je le sais. Oui, mais il y a une fois que vous l'avez récusé. Vous avez demandé, par exemple, à jouer au stade de Tanzanie. De l'Ouganda ou de la Tanzanie? En Tanzanie. On devait jouer contre l'Ouganda en Tanzanie. Pour la simple raison qu'avec la pluviométrie en juin à Conakry. Et c'était un stade qui n'était pas homologué, qui était au même stade que la Guinée. Benjamin Paka a toujours été homologué. C'est un stade qui reçoit la Ligue des Champions régulièrement. Vous pouvez vérifier. Mais pourquoi on n'a pas joué alors là-bas? Parce que l'Ouganda n'a pas finalement participé à cette compétition. Ils se sont désistés au moment. Oui, mais vous aviez demandé un stade qui n'était pas homologué. Non, il était homologué. Alpha Madi, vous ne pouvez pas refaire l'histoire. Non. GLC, je vous fais à courte. 2021, on est notifié que des engagements avaient été pris depuis 2019 sur GLC, des travaux à faire. On nous liste les engagements. Nous, on n'est qu'un intermédiaire parce qu'on a le secrétariat général de la fédération. Donc, on transmet ces informations au gouvernement qui transmet à son partenaire pour lui dire clairement, si les travaux ne sont pas faits, à la prochaine inspection, on va fermer. Ça, c'est à la fin de la CAN 2022. C'est le gouvernement qui l'a dit. Non. Ça, c'est la CAF qui l'a dit. D'accord. Le courrier est parti, les engagements ont été pris. Et ça n'a pas changé. Donc en 2023, quand on est notifié après une inspection, il n'y avait personne qui était surpris, à part ceux qui n'étaient pas informés. Parce que tout le monde avait été prévenu. Il y a eu une première inspection pendant qu'on était à la CAN au Cameroun, qui est venue, qui a inspecté. Et ensuite, c'est début 2023 que l'inspection finale a eu lieu. On n'est pas les seuls. On est plus de 17 pays qui sont dans les mêmes problèmes. C'est vrai qu'on peut se plaindre du traitement qui a été celui de la Guinée. Parce qu'on aurait pu maintenir le stade. Quand je parle de stade, je parle de le niveau du stade. Mais il y a plusieurs niveaux. Donc nous étions au niveau 3, si je dis pas 2. Oui. 2 dans un premier temps, et ensuite ils l'ont fait descendre au niveau 3. Oui. Donc on aurait pu maintenir ce stade, non? Mais la dernière inspection, quand vous arrivez dans un stade... Parce que ce que je veux vous dire clairement, c'est que vous n'avez pas aidé à cela. En tant qu'organe fédéral. Alpha Madi, je t'explique. Quand une inspection de la CAF arrive, on informe. On dit, on est à disposition pour accompagner quand l'inspecteur arrive. Mais quand on ne vous demande pas d'assister, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas votre prérogative. Ce que vous faites, vous mettez un personnel. Quand vous arrivez dans un stade pour l'inspecter et que le directeur dit ici les salles sont amovibles, on peut mettre la salle médicale par là, demain ça peut être une salle de réception. Donc il y avait des difficultés de collaboration. Clairement, c'est pas nous. Nous, on était disponibles. On a toujours dit, voilà, il faut mettre les choses à leur place. Général Lansana Conté, c'est un souci technique. C'est-à-dire que la pelouse, naturellement, il faut la changer parce que le site, là où il prend beaucoup d'eau. C'est tout. Le reste, tout était possible de le faire. La tribune de presse, vous êtes journaliste, vous savez que les obligations, c'est en fonction de la capacité. C'est travaillable, c'est quelque chose qui se fait en quelques mois. Mais l'intérieur des vestiaires, quand on dit que les latrines, c'est des trucs chinois, c'est des latrines chinoises, turcs, frère, ça se change. Rapidement. D'accord. Mais donc ça, c'est pas du ressort. Le stade ne nous appartient pas. C'est pas nous qui homologuons. La preuve, le garçon qui a fermé le stade ici, c'est son père qui est le président de la fédération de Mozambique. Il a fermé la même semaine le stade de Mozambique alors que c'est son père qui est là-bas. Il n'y a pas une histoire de sentiment, c'est une histoire de principe. Dernière chose avant de poursuivre. Il y a parce que vous étiez au Conor et que vous étiez chargé du football, il y a eu deux conflits au niveau de la Ligue. Le premier conflit, c'est le retrait du sponsoring de Salam. Donc, voilà. À l'époque, vous avez dit que c'était tout à fait normal, alors qu'ils avaient un contrat qui courait. Comment vous l'expliquez? Alpha Madi, et là, je sonne au conseil. Que lui et moi et Madame Si, on s'est retrouvés à la Mecque pour parler de ça. Il a été informé, il en était ravi. Sonoko avait des difficultés à honorer ses engagements. Les 3,5 milliards n'étaient plus payés.
Voilà la réalité des choses. Ils étaient prêts à descendre jusqu'à 1,2 milliard, 1,5 milliard et mettre un autre produit. Il y a eu au moins 5 réunions avec le DGA de Sonoko, Abdoul. Maître Silla a fait 5 réunions. Jusqu'à on a envoyé le dernier courrier de validation. Ensuite, il y a eu silence radio. C'est la réalité, c'est la vie, mais c'est un fait. Ouais, ce qu'ils ont reproché, en tout cas leur conseil juridique, c'est que vous n'avez pas... Madi, donc je suis en face de toi, je te donne une information. J'étais à la Mecque. L'information que je te donne, j'étais à la Mecque, j'ai vu Elage, on l'a informé. On dit, ah, il y a une possibilité qu'on vous décharge parce qu'on sait que vous avez des difficultés, parce que c'est un partenaire. Je suis totalement d'accord. À l'époque, nous avions parlé avec le conseil juridique de Sonoko qui a dit que c'était leur première nouvelle. La rupture de contrat avec eux et qu'ils n'étaient pas au courant, ils n'ont pas été informés. Je peux être catégorique, il vous a menti. Et que juridiquement, voilà, c'était pas fait et que voilà. Alpha Madi, frère, quand tu ne respectes pas tes engagements et tes obligations, tu n'as pas beaucoup de discours à tenir. En parlant de respect d'engagement et d'obligations, il y a dans la foulée le contrat aussi le partenariat entre 6TV et la Ligue qui a été cassée. Oh, ça, c'est rapide, Alpha Madi. Comment tu fonctionnes à 6? C'est avec la publicité. Les droits TV, c'est la même chose pour le football. L'Allemagne, tu connais le montant qu'ils viennent d'encaisser pour les droits du sport? C'est pas le même contexte. C'est le même? Non. Ok. Je vous explique. Il y avait un contrat de production et de diffusion. Donc, production contre diffusion, c'est-à-dire que 6 amenait son matériel sur toute la saison, sur le terrain, produisait des matchs et diffusait sur son antenne, et pas en exclusivité en plus, pour être encore plus précis. Et c'est ce contrat qui a été cassé. Ce n'était pas un contrat de diffusion. La proposition initiale qui a été faite à M. Aboubakry Ba, qui était là, c'était premièrement de donner un montant symbolique entre 500 et 50 millions pour acquérir les droits. Ça, c'est un. Puisqu'ils ne voulaient pas, comme tu le dis, produire et que d'autres diffusent. Ou que d'autres diffusent sans le signal, c'est-à-dire le logo de 6 sur les images. C'est une première question. Parce que les images n'appartiennent pas à 6. Les droits... Ouais. Et la Ligue ne payait pas la production. On est d'accord. On est d'accord. Nous, on diffuse la première ligue. On n'envoie aucune caméra en Angleterre. C'est un signal qu'on nous envoie. Vous n'avez pas les propriétaires vous payez la première ligue. Oui, bien sûr. Est-ce que vous payez le championnat guinéen? Non, mais parce qu'en première ligue, on n'envoie pas nos caméras pour filmer. Mais Alpha Madi, c'est la diffusion. Maintenant, ce qu'on vous a proposé, c'était simple. Vous continuez à produire et à diffuser certains matchs pour vous. Et d'autres matchs, vous les produisez simplement. Et d'autres qui nous payent de l'argent diffusent. Mais on n'était pas contre un contrat de co-diffusion. SIS n'a jamais été contre un contrat de co-diffusion. Alpha Madi, tu n'as pas toutes les Il informations. y a eu simplement... Moi, je t'ai donné les informations. Moi, j'ai donné les informations. Non, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai poursuivi les négociations. Mais ce n'est pas le Conor qui a cassé le contrat. C'est la Ligue, sous le Conor, dans un premier temps. Non. Votre décision, le départ de 6... Non, c'est pas le départ de 6, c'est un contrat qui a été cassé. Oui. Mais donc parce c'est que pas derrière, le départ de 6. nous, ce qu'on demandait, c'est un partenariat. Soit vous parce que moi, ce que j'ai compris, vous connaissez. Mais ce que j'ai compris, c'est que celui qui dirigeait à l'époque la Ligue ne connaissait pas. J'ai eu des réunions où clairement, j'ai compris qu'il ne connaissait pas la différence entre la production et la diffusion. La production coûtait plus de 50 000 $ par an à 6. Oui. Donc, on ne peut pas dire que 6 ne mettait pas l'argent dans le football. Mais Alpha Madi, c'est 6 qui a besoin du produit. Oui, mais donc, du moment où 6 finance pour avoir le produit, donc à travers la production, c'est déjà un premier financement. Est-ce que vous savez que les droits TV servent au club? Les droits TV, ça fait 30 millions par club. On s'en plaint, là. Oui, parce que ce n'est pas suffisant. Donc, moi, je vous ai demandé 50 millions symboliquement pour avoir... ou 50 000 $. D'accord. Et aujourd'hui, vous payez pour la première ligue, ça ne vous gêne pas. Mais financer votre championnat, c'est un problème. Le problème de un Chinois est venu donner 50 000 $ pour l'avoir. Et il paye pour produire. Oui, mais justement. Mais Alpha Madi, donc, et tu es choqué. Le Chinois a l'argent. Non, mais je t'explique. Le problème, SIS n'a jamais eu de problème avec la co-diffusion. Encore une fois. SIS n'a jamais eu de problème. SIS a dit qu'il ne peut pas donner les images sans mettre son logo. C'est-à-dire, SIS a dit, non, attends. SIS a dit. C'est le seul problème
problème qui a Oui, mais non, existé. mais après, moi, Je vous donne j'ai l'autorisation de voir avec Lucien Bendou. C'est la seule question qui a fait le blocage. Non, j'ai C'est la poursuivi. seule. C'est gars, j'ai Ça, c'est poursuivi. après mon départ, Alpha Après Madi. ton départ, Voilà. j'ai Donc, poursuivi moi, je te les parle de négociations. quand j'étais là-bas. Non, moi je suis venu, j'ai poursuivi les négociations et c'était clair que nous avons dit que nous n'étions pas contre la codiffusion et que il fallait que le diffuseur paye une contribution à la production. C'était le ça. chinois, c'est après notre départ. Hein. Oui, Vous avez continué à diffuser le championnat jusqu'à notre départ. Non, on n'a plus diffusé. Ah, c'était ben voilà. cassé, Donc, c'était cassé. Alpha C'était Madi, cassé. Bon, Alpha on Madi, passe. C'était une si parenthèse. je vous dis tout de suite, Orange, ça fait combien d'années ils sont sur votre chaîne? Orange? Oui. Ça fait plusieurs années. Bon, est-ce que Orange peut vous appeler 2025, on a des difficultés financières. Vraiment, cette année, on ne pourra pas vous payer, mais continuez à diffuser. Ça dépend, oui, des termes de négociation. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire diffuser le 8e de ce que vous diffusiez, on peut accepter. Parce qu'ils nous ont servi au passage. Ça faisait quand même plusieurs années que... Mais maintenant, on parle de difficultés de sponsoring. Aujourd'hui, le sponsor actuel, il ne sait pas où partent ses images. Il a un problème de visibilité. C'est possible. Voilà. Mais donc, ça ne fait pas partie du contrat. La diffusion ne fait pas partie du contrat. Oui, mais je vous le dis. Ça aide. Voilà. Alpha Madi, le sponsor, il veut de on la ne va pas visibilité. perdre du temps sur ça. Je te dis que le sponsoring pour le football Comment est faire la pub pour ta télé. Avant de parler de l'écosystème du sponsoring, on va revenir rapidement sur votre reconversion. Et donc, vous êtes journaliste, vous l'êtes encore. De profession. Oui, de profession. Vous ne plus, pratiquez plus à temps plein, effectivement. Mais vous avez été dirigeant fédéral et vous êtes aujourd'hui dirigeant de club. Comment ça se passe? D'abord, pourquoi le choix d'avoir choisi un club féminin? En fait, moi, je retourne toujours d'où je viens, Simbaya. Bolonta, c'est un club de Simbaya. Et quand j'étais aux affaires, les jeunes sont venus vers moi. Bolonta, comme Olympique de Simbaya, au passage, je vous informe qu'on a une future pépite qui est Chérif, et qui est le fils de Aliou Chérif, qui est employé de 6TV, qui joue dans mon club et qui peut-être sera le capitaine de la future équipe U17, si les choses se passent normalement. L'objectif, c'est d'accompagner. C'est vraiment pas une activité que je fais principalement. Le football féminin, j'ai été confronté à lui pendant que j'étais au Conor. Il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup d'enjeux. Et c'est comme d'autres secteurs. Les jeunes, il faut les accompagner. Il faut les aider à se structurer. Le projet Bolonta et Olympique de Simbaya, c'est quelque sorte un laboratoire pour montrer qu'on peut, avec la passion du football, aider des jeunes filles et des jeunes garçons à se construire un avenir. Soit en devenant des athlètes de haut niveau, soit en ayant un métier ou une activité qui puisse vous rapporter et vous générer des revenus. Et aujourd'hui, nous sommes dans la phase de conception. Ça fait plus d'1 an qu'on travaille. On a déjà des partenaires. Mouna Internet nous accompagne. Qui est aussi qui est aussi sponsor du projet. Mais nous avons les institutions des Nations Unies qui commencent à nous accompagner. L'OIM, dans le cadre de ces campagnes de sensibilisation, est partenaire. Et l'année prochaine, nous allons partir avec l'UNFPE pour voir comment, dans le cadre de la structuration de ces projets-là, faire en sorte que ces jeunes filles et ces jeunes garçons-là puissent déjà cibler un métier, l'apprendre et pouvoir demain en vivre. Alors que l'objectif principal, c'est de former quand même des athlètes. Sur le tournoi scolaire à Dakar, on avait 3 joueuses de l'AS Bolonta, la meilleure buteuse, la meilleure gardienne et l'une des meilleures milieux de terrain du tournoi. Malheureusement, l'équipe n'est pas qualifiée à la CAN, mais ce n'est que partie remise. Avec l'équipe A, on avait 4 joueuses qui sont parties en Sierra Leone. Les résultats n'étaient pas au rendez-vous parce que le regroupement a été un peu tardif. Mais l'objectif, c'est d'être là et d'apporter des solutions. C'est vraiment rien d'aussi important que d'être au service de la communauté. Je viens de Simbaya, je m'approche des jeunes de Simbaya. L'Olympique de Simbaya, par exemple, le coach, on a joué ensemble à Vasco. Feu Moussa Doumbouya, c'est un gosse qui jouait dans l'équipe réserve de Vasco. Donc, c'est un ensemble-là qu'on est là pour soutenir. Parce que quand on est dans une communauté, il faut soutenir les jeunes, il faut les accompagner. Quand on a eu un certain aboutissement, quand on a été journaliste, on a beaucoup voyagé, on a eu la chance d'avoir une mission comme dirigeant, il faut que la communauté puisse sentir que vous êtes engagé auprès d'eux. C'est aussi plausible pour le football
que pour le hand, que pour le basket et les autres disciplines. C'est vrai ce que vous dites parce que même en Europe, hein, ce ne sont pas tous les jeunes qui passent par les académies ou les centres de formation qui deviennent footballeurs professionnels plus tard. D'autres ratent un peu leur vie et s'ils bénéficient des formations, d'autres métiers, etc., ils peuvent devenir quelqu'un effectivement. Mais tout cela a un poids financier. Évidemment, important. Et c'est pour cela que monsieur qui est modeste, qui n'a pas de revenus importants... on a pensé que vous en êtes venu d'après le Connor. Vous en êtes venu avec... Bon, vous savez, le Connor, on m'a dit que je gagnais 15 000 $ par mois. C'était combien déjà? C'est moins de 4 000 $ le salaire d'un employé de base de la FIFA. D'accord. Voilà, donc ça arrête beaucoup de spéculation tout de suite. De 18 000, on est descendu à 15 000, donc là, c'est moins de 4 000 $. Mais c'est pas l'argent qui importait. On a vu des partenaires, vous en citiez tout à l'heure. Voilà, le plus important dans ce genre de projet, c'est de se dire où est-ce qu'on veut arriver et comment on structure ça. Parce que déjà, une fille, pour que sa famille accepte qu'elle joue au foot, qu'elle aille au basket ou au hand, il faut un certain travail. Donc nous, nos coachs vont dans les familles, on prend des engagements, on accompagne les filles. Deuxièmement, on essaie de prioriser les filles qui vont à l'école. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus facile à cadrer. Maintenant, celles qui ont fini l'université ou qui ont fini une école professionnelle, on les accompagne. Nos sponsors sont d'accord pour les prendre en stage, pour financer des formations. Là, l'EIM, dans le cadre des 16 jours d'activisme, finance une formation en informatique, initiation en informatique pour 10 filles. Et ça sera ainsi jusqu'au bout. Et je veux dire que les défis sont nombreux, mais on ne peut pas les résoudre d'un coup. La structuration du sport, ça demande beaucoup de réflexion. Vous voyez les infrastructures. Pourquoi 7,5 pour les infrastructures? Il y avait d'autres sponsors avec lesquels on était en discussion où l'essentiel des ressources allait partir sur les infrastructures. Parce qu'on a un déficit à ce niveau-là qu'il faut essayer de combler. Et aujourd'hui, l'AS Bolanta s'entraîne sur un terrain de fortune, terrain à CBK, et au centre technique, on a 2 jours, parce qu'on n'a pas les moyens de pouvoir financer des entraînements sur toute une semaine. Mais aussi, il est important qu'on soit traité comme tous les enfants de Guinée qui s'entraînent dans les terrains vagues et qu'on apprenne de ça pour être encore plus compétitif. En revenant sur l'ensemble de ce projet-là, il faut se projeter. Le hand est populaire, le basket l'est. Comment faire en sorte aujourd'hui, en passant par les moins modestes que l'État peut mettre dans les infrastructures, il faut basculer dans les écoles. Si chaque école, collège, lycée qui est construit, on a une infrastructure, qu'elle soit hand, basket, foot ou multisport, ça permet de résoudre le gap. Les terrains de compétition demandent un financement important. Et ça, c'est à ce niveau-là où les instances, les fédérations, au niveau de l'État, avec les partenariats. Moi, j'ai eu des discussions avec des partenaires quand j'étais à la Fédé. On nous demandait une étude globale sur les besoins en infrastructure en Guinée. Ça demande 5-6 millions de $ de financement. Mais si tu as ça, ça facilite que tu fasses un appel à travers l'État, le ministère du Plan, le ministère de la Coopération, pour que des partenaires viennent et financent ces projets-là. Tant qu'on n'a pas résolu ce problème de base, il faut travailler sur les autres segments. C'est-à-dire comment faire du sport un mécanisme d'intégration. Un mécanisme qui nous empêche aujourd'hui, parce qu'il y a un phénomène qui n'est pas beaucoup vu, c'est les gosses qui arrêtent l'école parce qu'ils veulent devenir footballeurs. Alpha m'a dit, partez au centre technique de Nongo, toute la journée, de 6h à 22h, il y a des gosses qui s'entraînent. Ils vont quand à l'école? Tous les jours de la semaine. Donc, c'est une problématique qui est réelle. Est-ce qu'on veut qu'on ait des athlètes de qualité ou est-ce qu'on veut que notre jeunesse abandonne l'école pour se lancer dans cette aventure-là en restant au pays, en espérant devenir un professionnel au Barça? Est-ce qu'on est outillé aujourd'hui à sortir un gosse d'une académie et à l'amener à Barcelone? Très peu, on arrive très peu à le faire. Est-ce qu'un basketteur sort de Conakry aujourd'hui pour partir parce qu'on a moins d'infrastructures? Est-ce qu'un handballeur? C'est des questions qu'on doit se poser et c'est ces réponses-là que vous tentez de trouver aujourd'hui. Qu'on tente à travers cette expérience-là, mais qui peuvent être implémentées dans les autres... Ailleurs, au plus haut niveau. Voilà.
Au plus haut niveau. Au plus haut niveau. Au plus haut niveau, au département du sport, par exemple. C'est pas une question de Parce département. qu'on a appris que vous avez eu des problèmes avec Béa Diallo à l'époque, qui pensait que... Non, ça c'est des interprétations. Et ouais. je l'avais dit parce que le fait que ces gars entrent à la présidence ou qu'ils voient tel responsable à la présidence ne veut pas dire forcément que l'on est parti pour démarcher un poste ministériel. Aujourd'hui, dans le cadre de mon travail... Aujourd'hui, c'est encore plus pressant. Là. Comment ça, c'est encore plus pressant? On en parle encore plus. Mais ça, c'est des élucubrations. Évidemment. Ouais. Est-ce que quelqu'un a l'agenda du président de la République pour dire oui, demain il va nommer un ministre ou il va enlever un ministre? Ça n'a rien à voir. Moi, je parle projet. Fatalement, les gens peuvent penser que cette ambition-là, elle se colle à tel ou à tel. Mais ça n'a rien à voir. Ce projet-là, il est tellement bas. C'est une équipe féminine, c'est une académie. Donc, je n'ai même pas d'ambition, même pour la fédération, à plus forte raison le ministère. Mais si ça marche pour moi, si ce projet-là prend forme et que ces gosses-là deviennent des exemples, dans le hand, dans le basket, dans le beach soccer, parce qu'on a des plages sur les îles. Ouais. Ça, par contre, on peut faire des infrastructures très facilement. C'est rapide. Je veux dire que ce n'est pas tout le temps l'argent qu'il faut mettre en avant. Aujourd'hui, vous avez une chaîne de télé. Si vous prenez le championnat de beach soccer, même si vous organisez 2 tournois par an, vous avez lancé un tournoi formidable qui permet de préparer les équipes qui ont été championnes pour la saison, pour les compétitions africaines. Il y a des équipes qui viennent de l'étranger. L'initiative, quand elle est bonne, on y adhère, on vient. Quand j'étais au Kono, vous m'avez sollicité, je vous ai accompagné. Parce qu'on n'avait pas beaucoup de ressources, encore une fois. Aujourd'hui, c'est ça qui importe. C'est comment trouver les idées et les développer en ne mettant pas en avant les ressources. Parce que les ressources s'appuient sur quelque chose. On vous dit 5-6 millions de dollars pour sortir une étude qui va nous sortir les besoins en infrastructures sportives en Guinée. Et ensuite, tu sais que le football a besoin de 150 millions ou 350 millions ou 500 millions de dollars. Tu sais où tu peux aller lever les fonds pour les faire. Mais si tu ne sais pas le nombre de terrains de basket dont tu as besoin dans un pays, c'est compliqué. C'est compliqué. Pour finir, c'est Diallo, dernière question. Et ça va vous permettre ça va nous permettre d'évoquer le Sili, etc. Le ballon d'or raté de Guirassy, on a eu l'impression qu'il était très proche de ce ballon d'or là. Pour vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et est-ce que vous pensez qu'on est proche, la Guinée, le football guinéen, proche d'un tel Graal sur les années proches? Je pense qu'il faut dissocier l'état de forme de Guirassy et le positionnement du football guinéen. Parce que premièrement, c'est un athlète qu'on n'a pas formé. Et moi, je tiens à ce que cela soit quelque chose qui importe. Mais c'est un athlète qui a décidé de jouer pour nous. Donc, c'était une fierté pour tous les Guinéens qu'il puisse être à ce niveau-là. C'est vrai qu'il aurait pu gagner et on souhaitait tous qu'il gagne. Mais celui qui a gagné n'a pas démérité parce que quand vous voyez les stats qu'il a et ce qu'il a fait, c'est pas anodin. Et vous savez que dans ces genres d'événements, le trophée final compte et il a eu des trophées. Mais Seourou est sur sa lancée. Il a de Stuttgart aujourd'hui, il est à Dortmund, il joue la Ligue des Champions, il continue à briller. Il faut l'aider en ayant en équipe nationale une équipe beaucoup plus costaud pour qu'il puisse mieux s'exprimer et qu'il continue à faire des progrès dans son club. Quand il est en bonne santé, quand il travaille et il continue à pousser, peut-être que la saison prochaine sera la bonne parce que ce n'est pas une saison Cannes et donc les trophées ne compteront pas. Donc ça va lui permettre peut-être d'aller chercher ce Graal-là. Vous voyez comment le peuple de Guinée était mobilisé derrière lui, les autorités. Donc tout le monde voulait ça pour lui, mais ce n'est que partie remise. Et je vous dis une chose, Seourou, c'est un garçon qui est très croyant. Il sait que si ça ne s'est pas fait, c'est que Dieu ne l'a pas voulu. Bien, merci à vous, Sega, d'avoir répondu à nos questions. Un mot à votre équipe, vos équipes d'ailleurs, parce qu'il y a aussi l'Olympique de Simbaya, l'AS Bolonta, on en parle, sur les projets futurs et tout ce qui arrive très rapidement. Je pense qu'il est important qu'on puisse permettre aux jeunes d'espérer. L'espoir est quelque chose d'extrêmement important. L'espoir, ce n'est pas l'argent qu'on partage. L'espoir, c'est de se dire, j'ai la conviction que tel a un potentiel et que je vais l'accompagner à exprimer le potentiel qu'il a en lui. Et les jeunes Guinéens ont plus besoin de ça que d'argent. Et dans ce cadre-là, je pense que l'ensemble des acteurs du sport, en général, doivent comprendre que
on a un défi qui est important, c'est d'accompagner la jeunesse guinéenne et surtout de la structurer pour l'avenir. Structurer une jeunesse, aujourd'hui, quand vous voyez des pays émergents comme la Tanzanie, comme la Mauritanie, qui arrivent à s'imposer, ça passe par l'organisation. L'organisation, se structurer et travailler de façon cohérente. Les crises sont passagères, mais les idées, les projets doivent être portés pour les accompagner jusqu'au bout. On a un défi, on a de plus en plus de jeunes. Ces jeunes rêvent, ils veulent partir à la mer, ils veulent aller en Europe, ils veulent aller aux États-Unis. Mais comment les aider à voyager, à mieux voyager? Par leur propre exploit. Je vous dis, il y a une athlète qui est chez moi, qui est à l'internat, mais elle ne joue pas au football. Elle est acrobate, Mariama Siré Traoré. Elle est dans Circus Baobab. Elle va figurer dans un projet qu'on a fait avec l'OIM sur un clip vidéo qu'on a tourné pour l'hymne de l'AS Bolonta, parce qu'on essaie de créer une communauté à travers la page, en créant des musiques, en sortant des t-shirts, parce qu'il faut qu'on crée quelque chose. C'est-à-dire que cette fille-là, elle va à Paris, elle fait ses spectacles, elle revient à Conakry, elle vit avec ses amis. Elle n'a pas dans sa tête envie d'aller s'installer là-bas, parce qu'elle a l'espoir que son métier lui permettra demain de vivre. Et c'est ce qu'on doit donner aux jeunes. C'est cet exemple-là qu'il faut pour que les jeunes Guinéens sachent qu'ils ont un potentiel qu'ils peuvent exprimer pour aider leur famille, pour se construire et vivre dignement. Et c'est mon objectif à travers ce petit projet-là, modestement, sans autres ambitions, pour que, en tant que grand frère, que des jeunes frères puissent avoir ma main tendue pour les accompagner. Merci Sega. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous qui nous ont suivis. Merci d'avoir suivi cet entretien. On se retrouve très prochainement pour un autre entretien sur CIS TV.